Bonjour à tous, aujourd'hui un petit chapitre sympathique, enjeux énergétiques et environnementaux. Alors pourquoi sympathique? Parce que la seule formule exigible dans ce chapitre, c'est une formule que vous connaissez déjà, E égale P fois delta T. Dans cette relation, la puissance est en watts, l'énergie en joules et la durée en secondes. On peut cependant être amené à utiliser un deuxième système d'unités. La puissance, on peut l'exprimer en kilowatts. Si on exprime la durée en heures, on va avoir une énergie qui va avoir pour unité des kilowatts-heure. C'est l'énergie en fait qu'utilisent les fournisseurs d'énergie électrique par exemple pour facturer la consommation. Donc pour exprimer une énergie en watts-heure, on exprime la puissance en watts et la durée en heures. Alors plus exactement ici, 1 kWh, ça va être le produit donc d'un kilowatt que multiplie une heure. 1 kW c'est 1000 watts. Une heure c'est 3600 secondes. Donc on va obtenir un résultat qui va être égal à 3,6 fois 10 puissance 6 watts secondes. Et les watts secondes, rappelez-vous, c'est 10 joules. Donc 3,6 fois 10 puissance 6 joules. Donc voilà, on sait convertir 1 kWh en joules. Cette conversion, 1 kWh est égal à 3,6 10 puissance 6 joules, 3,6 mégajoules. Quelques données générales sur cette problématique. La consommation énergétique mondiale augmente tandis que les ressources fossiles diminuent. Les ressources fossiles, c'est le pétrole, le gaz, le charbon. L'utilisation des hydrocarbures augmente la pollution et l'effet de serre. L'amélioration de la performance énergétique, le développement des énergies renouvelables permettent des économies importantes. On réalise le bilan énergétique d'un système, une habitation, une maison par exemple, en évaluant l'énergie apportée au système ainsi que les pertes d'énergie de ce même système. Il permet d'avoir une vision globale et de repérer les pertes importantes pour cibler les actions à entreprendre et pour réaliser donc des économies d'énergie. Dans le cadre d'un bien immobilier, le bilan énergétique se traduit par un DPE, un diagnostic performance énergétique, qui va se traduire par un classement, qui va être repéré par une lettre de A à G. A, ça signifiera que le logement est très bien isolé, qu'il va avoir une faible consommation énergétique, et puis grand G, il va y avoir le logement est une passoire énergétique, il va falloir une forte consommation d'énergie pour le chauffage et la production d'eau chaude. Alors ici, on a le cas d'un logement, c'est un logement pour étudiants, Bordeaux, place de la Victoire, appartement T1 d'environ 40 mètres carrés. Loyer de 522 €, CC, c'est pour charges comprises. Donc un studio de 40 mètres carrés est classé grand F. Son DPE indique une consommation énergétique. Donc cette consommation énergétique, c'est juste relatif au chauffage et à la production d'eau chaude, de 420 kWh par mètre carré et par an. La production d'eau chaude et le chauffage sont uniquement effectués par un cumulus et des convecteurs électriques. Le coût du kilowattheure facturé par EDF est de 0,137 €. Estimer la facture annuelle d'électricité pour le chauffage. Commençons par estimer la consommation énergétique annuelle. On va exploiter le DPE, 420 kWh par mètre carré et par an. Donc le 420 kWh, c'est pour 1 mètre carré de surface. Donc pour avoir la consommation énergétique annuelle, il faut multiplier cette valeur par la surface du logement. Donc 420, que multiplie la surface du logement, c'est-à-dire 40. Donc on va avoir une consommation énergétique de 16 800 kWh pour une année. On va en déduire la facture d'électricité. Alors facture d'électricité, juste pour le chauffage et la production d'eau chaude. Donc le nombre de kilowattheures, 16 800. On multiplie par le prix d'un kilowattheure, 13 centimes. Et donc on arrive à une facture d'électricité de 2301 €, juste pour le chauffage.
On peut rapporter cette facture de façon mensuelle en divisant par 12. 2301 euros que divise 12. Ça va faire une facture mensuelle de 191,8 euros qu'il va falloir donc rajouter au loyer finalement. 522 plus 191. Donc on trouve finalement un loyer mensuel avec l'électricité de 713,8 euros, auquel bien sûr il faudra ajouter les abonnements, les charges, les taxes, etc. Ainsi, cet appartement qui est noté F est très mal isolé et c'est un point qui est vraiment à prendre en compte lors de la location d'un bien immobilier. La chimie durable. Lorsque l'on fait une synthèse d'un médicament par exemple, il va falloir essayer de minimiser les impacts sur l'environnement. Alors cette chimie durable, elle repose sur plusieurs principes, parmi lesquels on va trouver l'économie d'atomes. C'est une méthode de synthèse qui consiste à maximiser le nombre d'atomes de réactifs transformés en produits au cours de la synthèse. Il va falloir essayer aussi de limiter les déchets et leur recyclage. La chimie douce, qui se déroule à température ambiante, ce qui permet d'éviter de chauffer et donc de consommer de l'énergie, en solution aqueuse, et un choix pertinent de solvant. Alors regardons comment est définie cette notion, l'économie d'atomes, EA, on dit aussi utilisation atomique. Je vous rappelle donc que cette définition ainsi que les formules ne sont pas exigibles. Si vous avez utilisé ces notions lors du baccalauréat, les formules et les définitions seront rappelées. L'économie d'atomes, c'est une grandeur qui permet de déterminer quelle proportion d'atomes des réactifs est utilisée dans la formation du produit d'intérêt. Plus cet indicateur est proche de 1, c'est-à-dire de 100%, plus le procédé est efficace en termes d'économie d'atomes, et moins le procédé va générer de déchets. Pour une réaction quasi totale que l'on va écrire symboliquement ainsi, petit a, petit b, petit q sont des coefficients stoichiométriques. P le produit d'intérêt, par exemple le médicament que l'on souhaite synthétiser, et Q ça va être des produits non valorisés, c'est-à-dire des déchets. L'économie d'atomes s'écrit de la façon suivante. Grand M, bien sûr, ce sont les masses molaires. Ça va être égal au coefficient stoichiométrique petit p fois la masse molaire de P, P étant le produit d'intérêt, divisé par la somme des masses molaires de chacun des réactifs. On peut écrire aussi cette formule avec toujours la même chose au numérateur, mais avec au dénominateur les sommes des masses molaires de tous les produits de la transformation chimique. On peut utiliser l'une ou l'autre. Pourquoi? Parce qu'au cours d'une transformation chimique, il y a conservation des éléments. Il y a le même nombre d'atomes de carbone, d'hydrogène, d'oxygène, etc. dans les réactifs que dans les produits. D'où les deux expressions de cette économie d'atomes. Prenons par exemple la synthèse de l'acide acétylsalicylique. L'acide acétylsalicylique, c'est l'aspirine, C9H8O4. À partir d'acide salicylique, C7H6O3, et d'anhydride éthanoïque. L'équation de la réaction vous est donnée, et on voit ici donc le produit d'intérêt, qui est l'acide acétylsalicylique. Je vais vous donner les masses molaires des différentes espèces chimiques. 138, 102, 180 et 60. Qu'est-ce que l'on remarque? Que 138 plus 102, ça fait 240. Ça correspond ici à ce terme-là, dans l'économie d'atomes. 180 plus 60, ça fait aussi 240. Ça correspond à ce terme-ci, dans l'expression de l'économie d'atomes. On voit donc que la somme des masses molaires des réactifs est égale à la somme des masses molaires des produits. Pourquoi? Parce qu'il y a conservation des éléments chimiques lors d'une transformation. Même nombre d'atomes de carbone à gauche et à droite, même nombre d'atomes d'hydrogène, etc. On va donc calculer cette économie d'atomes. Elle est égale donc à la masse molaire du produit d'intérêt multiplié par son coefficient stoichiométrique ici qui est égal à 1. Donc ça va être égal à la masse molaire de C9H8O4, masse molaire de l'aspirine, divisé soit par la somme des masses molaires des réactifs, soit par la somme des masses molaires des produits. Donc on va le faire par exemple avec les réactifs.
Je remplace par les valeurs numériques, 180 pour l'aspirine et 138 plus 102 pour les réactifs. Je trouve une économie d'atomes de 0,75, donc de 75%. Que signifie cette valeur numérique? Ça signifie que 75% en masse des réactifs sont incorporés dans le produit d'intérêt, qui est l'aspirine ici. Le reste va constituer des déchets qu'il va falloir recycler, d'où l'intérêt d'avoir une économie d'atomes la plus proche possible de 100%.